Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, le professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous accompagner pour ces capsules vidéo et pour nos cours, nos séances du semestre 2 par rapport au module Management S2. Donc, si vous faites partie de mes étudiants, bienvenue. Si vous faites partie d'étudiants d'autres professeurs, nous avons le même programme, donc bienvenue à vous aussi. Donc, nous continuons notre cours. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 3. Oui, nous avons vraiment beaucoup avancé. Nous avons presque fini, on va dire. Donc, il reste un chapitre qui est court, qui n'est pas, on va dire, de la même taille que le premier chapitre ou le deuxième. Donc, nous allons essayer de découvrir comment gérer encore davantage, comment maintenir la performance des équipes, comment arriver justement à une bonne gestion managériale. Donc, prenez vos cahiers, vos stylos avec moi et nous enchaînons ensemble le processus de gestion. Qu'est-ce que c'est? On y va pour découvrir. Donc, si vous voulez, chers étudiants, déjà réfléchir autour du processus de gestion. J'agrandis un peu l'image pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc, il est utile déjà, première des choses, de se pencher sur 4 concepts fondamentaux. Le système de planification, d'organisation, le système de direction ou de supervision et le système de contrôle. Vous avez déjà remarqué qu'au fil de nos séances, nous avons fait allusion à plusieurs aspects concernant ses qualités personnelles et professionnelles que doit avoir un manager pour qu'il puisse être justement dans la planification. Que ce soit une planification au niveau de ses tâches, de ses missions, au niveau aussi de ses objectifs pour pouvoir les atteindre. Nous avions aussi déjà fait allusion à plusieurs reprises aux qualités que doit avoir aussi le manager pour mieux s'organiser au niveau de ses tâches, mieux s'organiser au niveau aussi de la gestion de son personnel. Si vous voulez, ce chapitre, qui est final, est un chapitre qui va reprendre l'essentiel de ce que nous avions déjà vu ensemble par rapport aux séances précédentes que vous trouverez bien sûr sur ma chaîne privée YouTube. Donc, en tout cas, ce chapitre que nous allons avoir ensemble traitera le premier, le second et le quatrième, qui est le contrôle. Et bien sûr, le système de direction et de supervision sera traité au fil des années et au fil des autres semestres. Alors, la notion de système de gestion, déjà. Lorsque nous parlons de notion de système, qu'est-ce que cela signifie? La recherche de plusieurs éléments. Nous avions déjà vu l'école systémique ensemble, vous vous rappelez? Oui, comme je vous ai précisé, il s'agit aujourd'hui d'un chapitre qui va reprendre l'essentiel ou les points les plus importants ou les facettes les plus pionnières que nous avions déjà discutées, vous et moi, auparavant. Donc, la recherche de plusieurs éléments est la définition des liens complexes qui les unissent les uns aux autres. Donc, vous pensez peut-être à un cercle dans lequel il y a des interactions, dans lequel il y a énormément de relations en interne, en entreprise. Et donc, si j'ai besoin de telle ou telle information, je vais partir chez tel service, l'autre service pourra venir chez moi. Donc, on pourrait aussi tenir des réunions de façon à ce que le travail puisse être beaucoup plus dans la complémentarité, la richesse, la collaboration, de façon aussi à ce que le travail puisse être dans la bonne humeur, le plaisir, le partage, mais aussi on va dire la connaissance et l'information exponentielle. Et donc, on va maintenir ensemble dans ce cercle-là des liens qui sont complexes, soit à l'échelle horizontale lorsque nous avons des pairs, des collègues, soit à l'échelle verticale lorsque vous allez tenir des rapports ou des réunions, ou élaborer des rapports ou tenir des réunions, ou peut-être faire remonter l'information par rapport au supérieur. Et nous allons avoir aussi une relation toujours à la verticale, mais en sens descendant avec vos subordonnés ou vos subalternes. Donc voilà, ici, lorsque nous parlons de l'organisation, elle est considérée comme des ensembles constitués de différents systèmes tels que le flux de travail, les dispositifs de production, les politiques de commercialisation, les sources de financement, les structures des effectifs et des rémunérations, les réseaux de communication et les organes de répartition de rôles. Donc, bien sûr, tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble et qui doivent justement fonctionner ensemble constituent une organisation. Et c'est le maintien des relations
et des performances au collectif qui va nous donner une visibilité sur notre avenir. Et la consolidation de nos efforts en commun, c'est ce qui déterminera l'atteinte de nos objectifs. Donc, tant que dans ce système-là, il y a interaction positive, il y a complémentarité, même si nous sommes différents, mais c'est notre complémentarité qui va donner un sens à notre collaboration. Bien sûr, vous remarqueriez ici dans notre cours de management, je vous sensibilise à votre futur rôle en tant que gestionnaire futur. Et j'aimerais bien que vous puissiez aussi vous positionner dans ce métier futur et que vous puissiez aussi vous demander quel poste m'intéresse ultérieurement, où je me vois, comment ferais-je pour pouvoir maintenir la performance de mes équipes, et vous choisirez en fonction de l'ensemble de nos séances et de nos cours votre style managérial. Que ferez-vous, comment, à quel moment, avec qui, pour pouvoir maintenir la performance de vos équipes et la performance financière de votre entreprise. Alors, lorsque nous parlons de l'école des systèmes, je vais enlever ceci. Voilà. Lorsque nous parlons des écoles des systèmes, donc elle explique les liens entre tous les salariés qui sont au sein de la même entreprise, donc entre toutes les parties prenantes, tous les collaborateurs. Elle va préciser l'importance d'examiner chaque partie isolée, le rôle qu'elle joue, comment elle communique, comment elle rentre en relation, quel est le lien qu'elle a en fait avec les autres services dans le contexte de l'ensemble. Voilà, donc cette démarche, elle est différente de la démarche traditionnelle, ça c'est sûr, car elle permet une compréhension du comportement organisationnel. Est-ce que nous sommes beaucoup plus vers la créativité, l'innovation? Est-ce que nous sommes plus vers la communication, vers l'ouverture par rapport aux autres services? Est-ce que nous sommes plus dans la rétention de l'information, la fermeture? Ou est-ce que nous sommes dans la colère, la communication violente, la psychologie de la peur? Tellement de facettes seront on va dire, une explication pour le manager pour qu'il puisse mieux comprendre l'organisation dans laquelle évoluent plusieurs personnes qui sont de personnalités différentes, des humeurs différentes, une volonté différente, une détermination différente. Et lorsqu'il aura une visibilité sur ce comportement organisationnel, comme vous voyez ici avec moi, il pourra mieux choisir quel type de management adopter. Voilà. Les éléments de base, oui, je vais un tout petit, voilà. Donc, les éléments de base des systèmes peuvent se présenter comme suit. Alors, il y a des facteurs déjà de production ou de prestation de services. Donc, qu'est-ce que c'est? Il s'agit des ressources qui sont physiques, vous, moi, bien sûr, les ressources humaines. Nous avons aussi besoin d'argent, donc de finances, et l'information. Nous avons besoin d'avoir un état des lieux, des informations qu'une organisation va utiliser pour qu'elle puisse être capable de produire des biens et bien sûr assurer des prestations de ces services. Par contre, pour le processus de transformation, il n'est autre que la technologie que nous allons utiliser par l'organisation. Vous avez remarqué aujourd'hui que plusieurs entreprises commencent à former leurs salariés au niveau digital, oui, parce que le digital, l'informatique, c'est ce qui nous a sauvés pendant le confinement. Imaginez que nous n'avions pas d'informatique ni de monde digital pendant le confinement. Ça aurait été vraiment une chute économique incroyable. Il y aura aussi une énorme difficulté pour pouvoir toucher le client. En tout cas, le digital, c'est le langage futur, c'est le langage de demain pour un monde en interconnexion, qu'on soit confiné ou non, qu'on soit loin. De toute façon, ça nous économise le temps, l'espace et ça permet aussi de gérer les imprévus. En tout cas, le processus de transformation, parce que vous devez absolument intégrer le digital et l'informatique dans vos pratiques managériales ultérieures. En tout cas, cette technologie utilisée par l'organisation pour transformer ou changer les facteurs de production en produits, nous allons aussi penser aux machines, on va être à jour par rapport à ce qui se passe à la technologie au niveau interplanétaire pour qu'on puisse être au niveau international et en mesure de satisfaire ce client qui a justement une évolution au niveau de ses besoins, une évolution au niveau de la qualité qu'il recherche et qui exige des produits qui sont aux normes internationales. Voilà, donc les produits comprennent les biens et les services que l'organisation va offrir à ses clients sur les marchés
Et toute cette rétroaction, ce retour, ce feedback, c'est l'observation de ce qui s'est passé, les résultats et le livrable, qui va influencer le choix des facteurs de production. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on maintient le même process, est-ce qu'on change, est-ce qu'on avance différemment, est-ce qu'il y a un plan B, un plan C. En tout cas, comme je vous ai à plusieurs reprises répété, il y a toujours réflexion, action, rectification et continuation. Donc, on va mettre en œuvre ces process et nous allons, de façon meilleure, réfléchir à un cycle de transformation. Si je prends par exemple l'ouverture de l'entreprise comme exemple sur son environnement, d'accord? Bien sûr, le chapitre 3 du premier semestre, nous avions parlé ensemble, vous et moi, de cet aspect. Vous pourriez revenir au chapitre 3 du premier semestre, bien sûr, qui est présent sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les cours du semestre 1, Management, et tous les cours du semestre 2, Management aussi. Dans une université, par exemple, à titre d'exemple, les facteurs de production et de prestation de services, sans qui sont les étudiants, les professeurs, les budgets, les dons, l'appui d'une fondation, les bourses de recherche, les bâtiments, enfin, c'est toutes choses qui entrent dans la fabrication de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on va réfléchir à la dimension de façon assez globale. Tout ce qui peut permettre à ce que ça fonctionne bien, on va le prendre en considération. Et dans les facultés, par exemple, les divers membres utilisent différents processus de transformation pour atteindre les objectifs de leur département ou de leur université. Par exemple, on peut faire allusion aux stages qui sont importants pour les entreprises, parce que si nous recevons un corps étudiant en formation, c'est la garantie de pouvoir fabriquer des managers futurs, de leur passer le savoir et en même temps de consolider leurs connaissances et de peaufiner leur potentiel. Donc les travaux pratiques, les travaux dirigés, les cours magistraux aussi, et l'expérience des laboratoires que nous avons au sein de notre université, par exemple, ils figurent parmi les moyens qu'utilise le corps enseignant pour pouvoir faire de la recherche, expérimenter à partir de la théorie. On va partir expérimenter sur le terrain pour voir si ça existe, si ça n'existe pas, s'il y a des enjeux sur lesquels il faut réfléchir. Donc, on part peut-être, à titre d'exemple, pour les PFE que les étudiants suivent, ça peut être un facteur parmi ces facteurs sur lesquels je pointe le doigt qui permettent à l'étudiant de formuler des hypothèses et de partir dans un contexte X ou Y, les expérimenter. Donc, le produit du système est une personne qui est instruite, c'est toi, et formée pour le besoin du marché de l'emploi. Donc, le fonctionnement global des systèmes, ce sont des missions qui sont affectées au manager, qui est quand même efficace. Et donc, c'est définir son rôle. Et dans ce rôle-là, il y aura une approche qui va englober tout ce que nous avons étudié depuis la première séance de notre semestre. Les moyens d'action et les objectifs aussi, qui restent importants. Donc, il analyse les systèmes. Il va voir ces équipes-là qu'il a devant lui, quel type d'interaction ils ont. Est-ce qu'il y a une approche qu'il faudrait déployer, une démarche qu'il faudrait adopter? Est-ce qu'il faudrait qu'ils puissent plus les rencontrer ou les laisser par spécialisation se concentrer, chacun dans son pôle de compétences? Il va avoir une visibilité. En observant son staff, en observant cet effectif, il va voir peut-être les chefs d'équipe, les leaders, les suiveurs, les influenceurs, les perturbateurs. Il va voir le capital intellectuel, il peut être détenu par qui? Le capital relationnel, il peut être détenu par qui? Le capital créatif, il peut être détenu par qui? Il va, on va dire, les mettre en commun pour pouvoir assurer, avec cette gestion du personnel, une qualité meilleure du travail. Il va analyser alors les systèmes sur lesquels il souhaite exercer directement son autorité. Bien sûr, nous avions déjà parlé, vous et moi, de l'autorité et du pouvoir. Et donc, il laissera les autres sous sa responsabilité ou sous la responsabilité d'un autre manager. Il peut, oui, choisir des personnes qui peuvent, enfin c'est de la délégation de pouvoir, qui peuvent mener les équipes, être cette sorte de booster ou de motivateur ou de leitmotiv par rapport à certaines équipes. Donc, si je fais référence à Ludwig von Bertalanffy que nous avions déjà vu ensemble, vous et moi. Je vous rappelle juste que c'est le fondateur de l'école des systèmes.
Son hypothèse est la suivante. Pour bien comprendre le mécanisme d'une entité, il faut le percevoir comme un système. Donc, ce grand système, ce grand cercle, quel type de relation est présente? Et lorsque vous allez juger, on va dire, de près les choses, vous auriez plus une visibilité concernant comment faire. Donc, ce comment va être déterminé en fonction déjà des personnes qui sont là. S'il y a des personnes prétentieuses, s'il y a des personnes qui se croient les meilleures, ben peut-être oui, il faut profiter de cette, on va pas l'appeler de l'arrogance, mais on va l'appeler de cette prétention, cet excès de confiance. On va leur attribuer des tâches. On va leur dire oui, tu as confiance, ben c'est parfait. Donc prends plus de tâches. On va leur déléguer le pouvoir. Ils veulent commander, ben très bien. On leur délègue, on leur partage. Il n'y a plus d'unicité de commandement. On va leur partager des tâches. Ils veulent se sentir importants. Ce n'est pas des personnes qui supportent l'ennui. Ce n'est pas des personnes aussi qui veulent uniquement être exécutants au suivant. Ben, donnez-leur de quoi s'occuper. N'écrasez pas cet élan de volonté et de détermination. Au contraire, laissez-les faire leurs preuves, donnez-leur des responsabilités. Si vous voyez maintenant des timides, vous ne pouvez pas les obliger à commander. Un timide est timide. Peut-être vous allez l'accompagner, le motiver, mais vous ne pouvez pas lui demander plus que sa capacité réelle. Bien sûr, vous allez me dire, madame, je serai un psychologue, je vais vous dire oui. Vous allez observer, juger et adopter la meilleure démarche avec vos salariés. Si vous voyez un timide, vous allez, oui, travailler avec lui psychologiquement sur sa motivation, sa confiance, dévoiler ce qu'il a comme potentiel, l'encourager pour qu'il gagne confiance, mais ne pas le perturber, le stresser pour qu'il soit obligé de sortir de sa timidité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il quittera peut-être le poste ou il vous abandonnera au milieu de chemin. En tout cas, qu'est-ce que je veux vous expliquer? Qu'on se comporte avec chaque personnalité selon son pouvoir, son champ de compétences, sa personnalité, son caractère. Oui, c'est un travail de longue haleine, c'est de l'observation, c'est de l'adaptation et c'est de la réflexion par rapport à quelle démarche, parce que vous ne devez pas être un manager avec un seul style, mais regardez ce système, les relations que les gens entretiennent à l'intérieur et vous adaptez en fait à chaque contexte, chaque perturbation, chaque imprévu et aussi chaque personnalité. Alors, selon Ludwig von Bertalanffy, un système fermé n'est pas influencé par les effets de son environnement externe. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé sur son énergie interne, sur sa stratégie interne. Par contre, un système qui est ouvert par rapport on va dire, à ce qui se passe à l'extérieur, donc il est constamment en relation avec son environnement externe. Le fonctionnement global alors de l'entreprise, si nous voulons nous y attarder et mieux le comprendre, il dépend de facteurs externes et internes qui vont nous déterminer soit notre fermeture ou notre ouverture. Si nous réfléchissons, vous et moi, sur le plan externe, imaginons la crise économique mondiale des années 70, la crise de 2007, la mondialisation, les programmes d'ajustement, et moi je dirais aussi l'année 2021 qui a commencé, on va dire, une nouvelle page de notre histoire avec la coronavirus qui aujourd'hui impose à tout un chacun une réflexion. Même si nous avions réfléchi auparavant, aujourd'hui nous sommes invités à une nouvelle réflexion autour de notre avenir, autour de notre projection à venir, autour de nos objectifs, de notre démarche, de notre entourage, de nos capacités, de ce que nous pouvons offrir et de ce que l'autre peut offrir. En tout cas, c'est une reconsidération, si vous voulez. Ça nous a fait, on va dire, un arrêt qui permet de redimensionner les choses. Et donc, oui, ce sont des étapes difficiles, mais qui peut-être sont l'occasion aussi de renouveler le process, de retransformer les pratiques vers de meilleures pratiques et une meilleure réflexion. En tout cas, sur le plan interne, plusieurs difficultés peuvent être présentes en interne. Vous savez, il y a des personnes, vous leur dites bonjour, ils peuvent ne pas répondre. Il y a des personnes, vous les invitez à des challenges. Ils ne sont pas intéressés par les challenges. Vous leur dites, il faudrait qu'on soit les meilleurs. Ils ne sont pas intéressés pour être les meilleurs. Ils veulent juste travailler, avoir leur salaire et quitter.
la motivation avec laquelle vous êtes. Ils ne l'ont pas. Vous ne pouvez pas leur dire, mais pourquoi vous n'êtes pas motivé? Ils ne vous suivront pas. Pour quelle raison? Parce que cette différence, justement, au niveau de la personnalité de chacun, fera qu'il y aura plusieurs difficultés de gestion en interne. Vous êtes à fond, vous voulez être parmi les meilleurs, vous pourriez trouver des personnes qui ont de la froideur. Ce qui les intéresse, c'est uniquement suivre le chemin de chaque jour, le petit cheminement de chaque jour, avec les tâches minimales, avec un effort minimal. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'entreprise ne les fidélise pas, ne les encourage pas, ils ont leur propre vision des choses. En tout cas, ça peut effectivement contribuer à votre dysfonctionnement vous-même parce que vous allez trouver que vous êtes en avance par rapport à leur volonté et il y aura aussi un déphasage entre ce que vous voulez et ce qu'ils peuvent offrir. Donc, vous allez leur faire de la pression, du stress ou vous allez les mettre à l'écart. Vous allez les impliquer ou uniquement leur donner des ordres. Vous allez plus les tenir informés ou uniquement vous allez manager la chose, on va dire, ou la situation par du management à distance, parce que de toute façon, vous nous dites, Madame, ça ne marche pas avec ce type de personne. Madame, ça ne marche pas. J'ai tout essayé, il y a plusieurs personnes qui me disent, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. C'est un iceberg. Et je ne peux pas parler à un mur. Donc j'ai beau le motiver, j'ai beau lui donner de l'énergie, j'ai beau le... mais ça ne marche pas. Oui, je vous dis alors, il faudrait peut-être vous adapter parce que vous êtes conscient qu'il y a des difficultés en interne à ce capital humain. Il n'y a pas que le capital humain qui peut poser problème. Il peut y avoir beaucoup plus de difficultés par rapport à toutes les ressources que nous avons. En tout cas, des erreurs de diagnostic des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion peuvent nous mener vers une mauvaise gouvernance, donc on fait attention, et l'absence d'une stratégie clairement définie, avec l'inadaptation du management aux réalités politiques, économiques, sociales et culturelles. En tout cas, tous ces facteurs peuvent nous mener vers, on va dire, une réflexion assez profonde par rapport à la chose. Donc, moi, je vais m'arrêter là et je vous vois très, très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée et portez-vous